J'en viens au deuxième coup de projecteur sur d'autres violences économiques avec cette non-mixité des métiers. Le terme de ségrégation a été utilisé à maintes reprises. Jugez-en par vous-même à l'échelle nationale. Nous avons 87 familles de métiers et 13 seulement qui peuvent être considérés comme mixtes. En fait, si on voulait que tous les métiers soient mixtes, il faudrait que la moitié des femmes et la moitié des hommes changent de job comme ça, d'un coup de baguette magique. Je crois que ça illustre bien l'ampleur de la tâche. Donc, nous allons nous pencher sur cette problématique en regardant les métiers de la tech. Avec nous pour aborder cette non-mixité des métiers dans la tech, Claudine Schmuck de Global Contact. Vous êtes autrice de GenderScan, étude de référence sur la mixité dans la tech et fondatrice de Science Factor, qui est un concours tech auquel participent autant de filles que de garçons, ce qui est unique. Et Aline Aubertin, vous êtes à la direction des achats dans une multinationale. Vous êtes présidente de l'association Femmes Ingénieurs qui regroupe des ingénieurs et des personnes morales qui cherchent à féminiser ces fonctions. Claudine, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, avec le Gender Scan. Vous connaissez parfaitement la situation donc, dans les métiers de la tech. Où en est-on de la mixité, ou plutôt de la non-mixité, aujourd'hui en France dans ces métiers? Et qu'en est-il, si vous avez des informations, dans d'autres pays? Tout d'abord, Pierre-Yves, merci pour cette introduction flatteuse. Écoutez, donc en fait, après ce que viennent de dire Natacha Catel sur la situation des femmes dans le domaine de la musique, finalement, on se rend compte que la situation qui est la nôtre, celle des femmes dans la tech, est moins désavantageuse. Mais malgré tout, il faut se souvenir que ce sont des secteurs qui sont des secteurs extrêmement... Vous m'entendez bien ? Que ce sont des secteurs qui sont extrêmement porteurs d'avenir et dont les femmes aujourd'hui s'excluent ou sont exclues beaucoup en Europe comment dirais-je, avec une raison principale qui est ce phénomène de sexisme sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Les chiffres sont explicites, c'est-à-dire que on voit clairement que avec les données de GenderScan, on voit clairement que dans les pays où le stéréotype prévale et une certaine forme de sexisme également s'exprime, la proportion de femmes qui s'orientent dans ces formations, d'une part, et qui travaillent dans ces métiers est plus faible qu'ailleurs. Et c'est encore plus frappant en France. C'est-à-dire qu'en France, les femmes représentent à peu près 25%, un quart des personnes qui sont diplômées dans les filières de la STEAM. Sciences, techniques, ingénierie, production, construction. Si on regarde ce qui est en train de se passer dans ce domaine, on observe que la proportion de femmes n'a absolument pas progressé ces dernières années et qui plus est, elle a même plutôt diminué de 6% sur les 5 dernières années. Alors, vous me posiez la question de savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays, notamment par exemple en Europe, donc des pays qui sont pas si loin de nous que ça, on observe une tendance inverse, c'est-à-dire qu'on observe que la proportion de femmes est en train d'augmenter. Et je vais prendre un exemple encore plus spécifique et éloquent. De 2013 à 2017, le nombre de femmes qui étaient diplômées dans le domaine du numérique a chuté de plus de 2%, alors qu'il progressait au même moment au niveau de l'Union européenne, il progressait de 23%. D'accord ? Donc c'est quand même un écart assez phénoménal que l'on observe. Et on peut imputer une grande part de cet écart au poids des stéréotypes et au poids du sexisme. Pour ce qui est des emplois, l'observation va être à peu près similaire. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe sur les effectifs de femmes salariées dans les secteurs de haute technologie, et là je reprends des analyses que l'on a conduites à partir de données Eurostat, puisqu'on agrège des données issues d'un certain nombre d'instituts publics et internationaux. Et là, les données Eurostat sont explicites. La proportion de femmes salariées dans ces secteurs chute de 11% en France, alors qu'elle augmente de 14% en Europe. Donc, on voit encore à nouveau, comme en ce qui concerne les formations, on voit qu'aujourd'hui, le pipeline, il n'est pas en très bon état. Moins de femmes s'orientent vers ces formations et de facto, elles sont de moins en moins nombreuses
dans ces métiers. Merci Claudine. Aline Aubertin, femme ingénieure, quelle évolution, tendance en fait, vous qui êtes sur le terrain, on va dire, notez-vous actuellement et au-delà, quelles sont les conséquences ou certaines conséquences de cette non-mixité dans les métiers de la tech? Pourriez-vous nous donner quelques exemples, s'il vous plaît? Oui, mais je ne vais pas revenir sur les chiffres en matière de tendance, mais j'ai envie de dire que ce qui évolue positivement, puisque vous parliez d'évolution dans votre question, c'est tout de même la prise de conscience que la non-mixité des métiers scientifiques est un vrai problème. Alors d'abord, prise de conscience des entreprises qui ont compris que les équipes mixtes sont plus performantes, plus innovantes, et c'est d'ailleurs vrai pour tout type de mixité. Et ces entreprises, elles savent également que 50% des clients sont des clientes. Et comment ces entreprises, qui ont donc également des clientes, pourraient comprendre les besoins de ces clientes, y compris d'ailleurs en B2B, où il y a aussi des femmes, avec des équipes qui seraient exclusivement masculines. Donc, c'est quelque chose qu'elles ont intégré. Je vais prendre un seul exemple puisqu'on manque de temps, mais il y a une étude du Massachusetts Institute of Technology de 2018 qui a montré que, par exemple, les logiciels de reconnaissance faciale sont fiables à 99% pour les hommes, mais font 35% d'erreurs dans la reconnaissance des femmes à la peau foncée. Eh bien, je m'interroge et j'ai bien peur de connaître la réponse. Je m'interroge pour savoir quelle est la proportion de femmes dans les entreprises qui ont conçu ces logiciels de reconnaissance faciale et pire encore, quelle est la proportion de femmes à peau noire. Donc voilà pour la prise de conscience des entreprises. Et puis, il y a également une prise de conscience des pouvoirs publics de l'enjeu de société que représente l'égalité, enjeu d'égalité et enjeu d'équité d'ailleurs, mais également enjeu économique, puisqu'on sait qu'on va manquer demain de talents dans ces domaines-là, et en particulier dans le domaine du numérique. Alors pourquoi se priver de 50% de la population? C'est bizarrement se priver d'intelligence humaine qui pourrait justement concevoir l'intelligence artificielle. Et enfin, quand même, pour mettre une petite note positive, ce qui évolue positivement toujours, c'est la remise, pardon, ce qui n'évolue pas vraiment positivement, et c'est ma note négative à l'inverse, c'est la remise en cause des stéréotypes qui sont intériorisés par les jeunes enfants qui, dès leur plus jeune âge, intègrent la croyance que les filles seraient mauvaises en maths et auraient peu de compétences dans le domaine du digital. Et du coup, les femmes, comme l'a expliqué très bien Claudine, se dirigent beaucoup moins dans ces domaines. Or, c'est là aussi un enjeu de société extrêmement crucial, puisque le monde du travail il est de plus en plus digitalisé, et c'est pas avec la crise sanitaire et la presque généralisation du télétravail que ça va changer. Et donc, en intégrant ces stéréotypes qu'elles seraient moins douées que les garçons pour tout ce qui est outils digitaux, bah, finalement, les femmes pourraient bien s'exclure carrément du monde du travail. Merci beaucoup, Aline Aubertin. On est un petit peu pressé par le temps. Je vais vous poser à toutes deux une question commune, si vous voulez bien, et merci d'être concise dans vos réponses. Euh, donc, une autre problématique qui est la non-mixité, qui entraîne la non-mixité. On part dans des spirales assez négatives, puisqu'on note aujourd'hui que de nombreuses femmes, parmi les trop rares qui embrassent ces carrières, bah, s'en éloignent au bout de quelques années, se réorientent, et certaines le font même quasiment avant de démarrer cette carrière. Et quels sont les principaux obstacles qui expliquent cette spirale négative? Claudine, s'il vous plaît. Écoutez, en fait, on travaille vraiment ici dans le cadre de cette session sur le sujet clé, c'est le sexisme. C'est-à-dire qu'on constate que dans ces secteurs, il y a un niveau de sexisme qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très qualifié à une femme qui pourra avoir un diplôme d'ingénieur, on se permettra de confier des tâches qui sont un petit peu moins qualifiées, si vous voulez. Par exemple, c'est une situation assez caractéristique. Il y a tout un tas de comportements qui ont été extraordinairement bien déjà décrits, détaillés, dépeints par les travaux qu'a conduit Brigitte Grésy, auxquels se heurtent les femmes dans ces milieux, qui se portent, je pense, dans les domaines techniques à un niveau plus élevé que dans d'autres. C'est-à-dire que on le constate, on l'entend. À l'instant, Aline justement évoquait précisément l'exemple du MIT.
Savez-vous que la seule chercheuse noire, une chercheuse noire de Google qui travaillait sur ces sujets, qui l'a dénoncé, a été virée? Chez le même Google, il y a un an et demi, il y a un ingénieur qui a dit les femmes ne sont juste pas du tout qualifiées pour travailler sur les sujets du numérique. Elles sont absolument beaucoup trop émotives, etc. etc. Vous voyez que c'est quand même un niveau de violence qui s'exerce sur les femmes qui est assez prégnant. Je ne vais pas plus loin parce que je pense qu'Aline a également beaucoup de choses à dire et qui sont du vécu, et donc à elle la parole. Si je devais faire très très court, je dirais que je pourrais répondre à la question en disant moins il y a de femmes, moins il y a de femmes. Donc, ce qui est une manière raccourcie de dire ce que toi, Claudine, tu as déjà illustré. Donc, effectivement, on pourrait multiplier les exemples. Pour reprendre un exemple d'une GAFA bien connue, il y a eu quand même récemment un scandale qui montrait que le logiciel qui triait les CV écartait quasiment systématiquement les CV de femmes parce que c'était un logiciel auto-apprenant et qu'il avait appris que la plupart des candidats retenus n'étaient jamais des candidates, mais étaient justement des candidats. Donc, si on pousse le curseur un peu plus loin, ce logiciel, il pourrait demain ne plus jamais retenir une femme pour être interviewée et on dirait on n'a pas de femme parce que finalement, on n'a pas reçu de CV qui avait les compétences retenues. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas comment dire, un sujet simple et un environnement simple. Alors moi, j'aime bien quand même dire aussi que si je donne vous m'avez parlé de moi du terrain, si je parle de vécu, moi je l'ai souvent vécu, le fait d'être une femme, comme un atout. Et je me souviens d'une période où j'étais commerciale, où effectivement, j'avais aucun problème à être reçue en rendez-vous. À l'époque, où on faisait les rendez-vous en présentiel et pas en télétravail. Et mon devis, il était toujours en dessous de la pile parce que forcément, dans la pile de Lévis, il y en avait 9 d'hommes et un d'une femme. Donc, effectivement, quand moi j'appelais, on disait: «Oh, Madame Aubertin, mais oui, bien sûr, venez me voir». Inversement, ça m'est aussi arrivé à une époque où j'avais la casquette d'expertise technique, de faire un rendez-vous extrêmement technique avec un client en appui à un commercial. Et croyez-le, si vous voudrez, pendant 1 heure, le chercheur qui était en face de moi était en capacité de poser sa question technique à mon collègue masculin, question à laquelle moi je répondais. Il reposait la question: Monsieur X, mais alors tel problème. Alors Madame Aubertin répondait, mais il reposait sa question à Monsieur X. Et je ne sais même pas s'il en avait conscience, en fait. Donc, je ne sais même pas s'il avait conscience de la potentielle violence qu'il me faisait, mais je pense que ce n'était pas possible pour lui d'intégrer que le sachant dans ce rendez-vous n'était pas un sachant, mais une sachante. Voilà, allez, Merci Aline. Alors, quelle solution peut-on envisager par rapport pour enrayer en fait cette spirale négative, moyen de femmes, dans les métiers de la tech? Il en existe de nombreuses qui nécessitent un engagement fort. De toute façon, ça, je crois que ce sera omniprésent dans toutes les sphères de la journée, ce terme. Claudine, je crois que vous avez une idée qui peut permettre de faire avancer la mixité dans les métiers de la tech en reprenant les choses à la base. Oui, mais enfin, j'ai une idée, mais on est nombreuses à la partager. Oui. Je vais la présenter et Aline et moi, nous nous sommes partagés la présentation de ces idées qui sont portées par tout un collectif, et notamment le collectif que représente Aline et d'autres femmes qui sont dans les sciences et technologies. Premier point qu'on souhaitait évoquer, c'est l'idée de mettre en place un classement des universités qui font des formations techniques en fonction de la proportion de femmes. C'est la meilleure façon de mettre en évidence si ces universités s'engagent ou non sur ce terrain, à favoriser l'accueil des filles à ces formations, à faire en sorte que ce ne soit pas mission impossible pour elles de s'intégrer dans les effectifs, et faire en sorte aussi que dans ces formations, leur intervention, leur présence soit connue, reconnue et appréciée. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place. Le gouvernement peut s'en emparer facilement. La preuve en est, c'est qu'en Inde, ça a été fait en janvier et c'est efficace, et c'est effectif à compter depuis février 2020. Et ça marche. Donc, ce n'est pas un très gros coup de pouce qu'on demande au gouvernement, mais c'est un symbole extrêmement important. Et on espère que cet appel à agir sera entendu. Maintenant, Aline va rentrer dans le dur. Mais on n'a peut-être pas le temps de balayer toutes les propositions, mais j'avais envie de faire un focus sur une deuxième, qui est l'enjeu de la gouvernance dans l'enseignement supérieur et dans les écoles. Donc, effectivement, il y a des outils à notre disposition qui sont la loi Sauvadet pour les écoles publiques et la loi Copé-Zimmermann pour les écoles privées. Moi, ça me paraît important qu'effectivement, je rappelle qu'il y a 15% des directeurs d'écoles d'ingénieurs qui sont des directrices.
directrice. Et moi, je pense qu'une jeune étudiante qui va à une journée porte ouverte et qui va à plusieurs journées porte ouvertes parce qu'elle a sauté le pas et qu'elle envisage de faire des études d'ingénieur, elle va d'abord se retrouver dans un amphi où il y aura une très vaste proportion de garçons. Donc, premier cliquet du syndrome de l'imposteur qui s'engage. Elle va voir des intervenants qui vont lui parler de l'enseignement, qui seront la plupart du temps des intervenants. Et puis ensuite, le mot du directeur, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ben, ce sera justement le mot du directeur et ça ne sera jamais le mot de la directrice. Et je pense que cette jeune fille qui envisageait des études d'ingénieur, eh ben, on ne va pas l'aider et on va lui mettre voilà, ce syndrome de l'imposteur dans la tête. Et le syndrome, il va aussi s'activer dans la tête des parents qui vont se dire qu'ils vont envoyer leur petite jeune étudiante dans un domaine bien masculin et ça peut faire peur. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.